Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis Jean-Hugues Ambodo. 15 ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye demeure un pays fragmenté, affaibli, livré aux rivalités internes et aux ingérences extérieures. Dans ce contexte d'instabilité chronique, l'assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi, survenu le mardi 3 février 2026 au domicile d'Admeri al-Attiri, chef d'une faction armée locale qui assurait sa protection, vient raviver de vieilles blessures et soulève de lourdes interrogations. Avant 2011, alors que son père avait clairement épousé la cause panafricaniste et défendait l'unité du continent, Saïf al-Islam s'était imposé comme l'un de ses principaux soutiens. Face aux premières contestations, d'ailleurs, il dénonçait déjà l'ingérence de puissances étrangères, notamment la France, qu'il accusait de vouloir déstabiliser la Libye pour s'emparer de ses ressources pétrolières. Il appelait alors le peuple libyen à ne pas se laisser manipuler et à ne pas reproduire, selon ses mots, les erreurs commises en Tunisie et en Égypte, où les soulèvements avaient ouvert la voie à de longues périodes d'instabilité. Après des années de silence et d'exil, son retour sur la scène politique en 2021 à travers une candidature présidentielle soutenue par des réseaux proches de la Russie avait ravivé les tensions. Pour certains, il incarnait encore une possibilité de réunification et de restauration de l'autorité de l'État. Pour d'autres, il représentait une menace directe aux équilibres fragiles entretenus, j'y arrive, depuis plus d'une décennie. Saïf al-Islam était-il devenu un obstacle pour ceux qui tirent profit du chaos libyen? Son assassinat relève-t-il d'un simple règlement de compte sur le plan local ou s'inscrit-il dans une logique plus large visant à empêcher toute reconstruction politique, toute reprise du contrôle national et toute renaissance souveraine en Libye? C'est autour de ces enjeux que s'articulera, mesdames, messieurs, le débat de ce soir. Bienvenue. Bien sûr, ce soir, pour parler de ces enjeux, nous avons sur ce plateau des experts qui nous accompagneront pendant 52 minutes pour essayer ensemble de comprendre, mesdames, messieurs, les enjeux autour de l'assassinat de ce digne fils du guide libyen Mouammar Kadhafi. Nous recevons le professeur Tapé Groubera, enseignant-chercheur, président du MORAF, entendez, Mouvement pour la Renaissance africaine. Professeur Groubera, bonsoir et bienvenue. Avec le professeur Groubera, nous recevons également le professeur Oumar Benbekti. Professeur Oumar Benbekti, vous êtes professeur à la faculté des sciences sociales de l'université d'Oran 2. Bonsoir. Merci, bonsoir, merci et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bien, voilà, cher professeur, avec vous, nous allons entrer dans le vif du sujet. Si le professeur Tapé Groubera est avec nous, nous allons le prendre juste après vous, professeur Oumar Benbekti. Alors, cet assassinat, on va dire, violent du fils du guide libyen Mouammar Kadhafi, lorsque vous l'avez appris, qu'est-ce que cela vous a inspiré, professeur? Comment est-ce que vous lisez cette actualité et les circonstances dans lesquelles cet assassinat est survenu? D'abord, la tristesse, bien entendu, puisque la Libye est un pays voisin du mien, et donc à partir de ce moment-là, la frontière que nous partageons est une longue frontière. Nous avons des difficultés avec les différents groupes qui s'y sont installés. Maintenant, c'est un pays qui est divisé, bien entendu, qui a de gros problèmes, qui traverse des turbulences très importantes. Ceci étant dit, l'assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi, brutal bien entendu et inattendu et relatif parce que il constituait déjà en lui-même une cible politique très importante. Il faut croire que le nom qu'il portait était déjà lui-même porteur de nostalgie bien entendu par rapport à une certaine frange de la société libyenne, mais aussi de beaucoup d'espoir pour de nombreux pays africains, les panafricanistes en particulier. Et donc, son assassinat demeure une énigme encore aujourd'hui parce qu'on ne sait pas très bien qui c'est qui a pu le commettre. Et la première question qui vient à l'esprit, bien entendu, vous l'avez évoqué plus ou moins, c'est de se demander à qui profite le crime. Bien entendu, lorsqu'un crime pareil est produit, un assassinat politique, il y a des partis qui en tirent profit. Et en Libye, nous savons qu'il y a de nombreuses situations conflictuelles qui font que beaucoup de partis sont intéressés. Vous savez, d'une part, ceux qui ont provoqué le chaos libyen, l'OTAN en particulier,
avec la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui ont bombardé le pays et qui en ont fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Vous avez d'un autre côté d'autres pays comme le Qatar, bien entendu, la Turquie, la Russie, qui a une base maintenant actuellement en Libye, et vous avez aussi des opposants intérieurs qui sont complètement opposés à la nomination et à l'unification de la Libye. Je pense au maréchal Haftar et en particulier à ses enfants. Certaines parties libyennes pointent directement le fils du maréchal Haftar, Saddam Haftar, comme étant le responsable de l'assassinat de Kadhafi. Mais pour l'instant, personne n'a de preuves à ce niveau-là. Et donc, il est important de se demander à qui profite le crime. Et quand on voit le nombre d'opposants et le nombre d'individus qui s'étaient quelque part opposés à l'élection et à l'unification de la Libye, on peut dignement et légitimement s'interroger sur ce type d'assassinat. Il y a aussi, il ne faut pas peut-être le négliger, la question de règlement de compte personnel, parce que c'était une personnalité très forte. Et à partir de ce moment-là, il est évident qu'il y a des personnes qui avaient des comptes à régler avec Kadhafi. Mais la manière dont a été provoqué l'assassinat de Saif al-Islam, c'est une manière de professionnel. Des personnes qui ont pénétré dans sa maison alors qu'elle était soi-disant protégée. Il était entouré de milices. Il y avait des caméras de surveillance. Celles-ci ont été désactivées. Tout cela incite à se poser des questions sur le professionnalisme, bien entendu, de ceux qui l'ont assassiné. Et on ne peut rien exclure comme hypothèse pour l'instant. Professeur Tapé Groubera, je me retourne à présent vers vous. Nous avons eu quelques difficultés à vous joindre tout à l'heure. J'espère que ça s'est arrangé à présent. Alors, bienvenue déjà sur ce plateau, professeur. Je le disais tout à l'heure, vous êtes enseignant-chercheur, mais également président du mouvement africain, du mouvement pour la Renaissance africaine, pardon. Et nous parlons justement de cet assassinat. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les circonstances et les éléments déjà à disposition, en fait, état notamment d'un commando armé qui serait entré et aurait assassiné le fils du guide de l'ancien guide libyen Muammar Kadhafi après avoir pris la peine de désactiver les caméras de surveillance. Professeur Tapé Groubera, peut-on parler d'un échec sécuritaire ou d'une complicité indirecte? Salut et je salue mon. Mais en fait, il y a deux choses professionnelles. Et puis, donc, la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que c'est un assassinat qui a été bien, bien défini. Les gens ne se sont pas trompés puisque, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, ils sont venus, ils ont désactivé. Donc, c'est-à-dire, ils sont des professionnels, c'est pas, excusez-moi, ce qu'on appelle couramment des terroristes, etc. Je pense que c'est pas des gens comme ça. Ce sont des professionnels qui ont fait le travail. Ils ont su désactiver. Ça veut dire que c'est des gens qui maîtrisent bien la technologie. En plus, ça veut dire qu'on a un commando bien, bien organisé qui avait pour objectif de venir assassiner Saif Islam Kadhafi. Donc, il n'y a pas de, on ne peut pas tergiverser dessus. Quand bien même nous ne pouvons pas savoir quels sont les motifs réels de cet assassinat, mais toujours est-il que, comme je dis, il y a deux éléments essentiels sur lesquels on ne peut même plus tergiverser. C'est que ceux qui sont venus, c'était un commando bien orchestré, bien entraîné, professionnel qui est venu faire le travail, en fait, qui ont été amenés pour assassiner Saif Islam. Professeur Omar Benbekti, tout à l'heure, vous avez parlé, dans vos propos, j'ai noté l'expression soi-disant sécurité. Pensez-vous qu'il soit possible que de l'intérieur, justement, cet assassinat ait pu avoir justement des complices? Oui, tout à fait. Tout à fait, dans la mesure où il était censé être protégé, mais il était protégé d'une manière un peu douteuse, dans la mesure où, comme l'a si bien dit votre invité, les professionnels qui sont intervenus ont eu le temps de désamorcer les caméras
Et il n'était pas si bien protégé puisqu'ils sont rentrés dans cette maison sans grande difficulté, visiblement. On ne sait pas. Je sais que le procureur de Tripoli a décidé d'envoyer une commission d'enquête, mais toujours est-il que on ne sait pas encore dans quelles circonstances les choses se sont déroulées. Ça, c'est un premier point, mais la première chose qui frappe, on sait que Saif al-Islam Kadhafi constituait une cible politique, il aurait dû être protégé d'une autre façon. Et il était considéré dans une zone qui était protégée quelque part, dans la mesure où c'était une tribu qui était censée lui assurer la protection. Donc, est-ce qu'il y a eu une complicité interne? Rien n'est à exclure. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas rejeter dans la mesure où cette personne s'est sentie piégée par le fait que les quatre individus ont surgi sans grande difficulté. On ne sait pas ensuite comment ils sont partis. Est-ce qu'ils ont fui à pied? Est-ce qu'ils ont fui dans une voiture? Tout ça reste très mystérieux. Et donc, ça pose de véritables questions sur la situation de ce personnage politique important. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est qu'on peut considérer que la situation en Libye est telle que la division qui est actuellement entre le clan de l'Est, la Libye de l'Est et la Libye de l'Ouest, soit dans le sens de développer une insécurité totale. Mais toujours est-il que les autorités qui sont à Tripoli auraient pu, si elles avaient développé une autre forme d'appréhension de la situation, elles auraient pu mettre en place un cordon sécuritaire tel que le personnage n'aurait pas été nettoyé comme il a été nettoyé. Donc, il y a de véritables questions qui se posent, et puis il ne faut pas exclure cette complicité intérieure avec, bien entendu, une possibilité d'une intervention soit locale, soit interne, soit une intervention extérieure. Et pour l'instant, on ne peut pas dire grand-chose parce qu'on est dans le flou artistique. On ne sait pas exactement comment les choses se sont passées. Professeur, Seule question. je reste bien sûr avec vous. Pensez-vous que les autorités libyennes, en tout cas que l'enquête qui a été annoncée puisse vraiment conduire à des résultats concrets? Je n'y crois pas beaucoup. Je n'y crois pas beaucoup dans la mesure où le pays est en proie à une sérieuse division et à de sérieux enjeux. Il y a des enjeux très importants. Il y a la Turquie qui a son mot à dire là-dessus. Il y a la Russie, des enjeux extérieurs. Hein. Il y a la Russie qui veut se maintenir là-dedans. Il y a l'OTAN et bien entendu la France et qui lorgne sur les richesses pétrolières et gazières du pays. Il y a l'Égypte à côté qui soutient le maréchal Haftar. Il y a de l'autre côté l'Algérie qui est à l'ouest plutôt, mais et qui développe elle aussi une attitude différente. Mais l'Algérie, elle demande qu'une seule chose, elle demande à ce que le pays soit unifié et que les élections puissent avoir lieu. Tant qu'il n'y a pas d'élections, on ne peut pas continuer à vivre avec un pays qui est comme le Soudan, qui est divisé. Donc, ça reste très délicat. Ça reste très délicat. Et maintenant, ce que représentait Saif al-Islam Kadhafi, il représentait, pour les nostalgiques du système, bien entendu, je comprends qu'il y ait des Libyens qui peuvent se désoler de la situation actuelle dans laquelle ils vivent, mais du temps où il y avait ce que l'Occident a qualifié de tyran, alors que ce n'était pas un tyran, du temps où il y avait Al-Kadhafi à la tête de la Libye, les choses se passaient relativement bien. Les gens vivaient, il y avait du gaz gratuitement, l'essence était gratuite, les logements étaient gratuits, etc., etc. Toute une série de situations qui faisaient que la sérénité existait dans ce pays. Aujourd'hui, bienheureux celui qui vit en Libye et qui arrive à s'en sortir. Donc, on est en droit de s'interroger. On est en droit de s'interroger. Maintenant, est-ce que les autorités politiques actuelles vont pouvoir mener à son terme leur enquête? Il n'y a aucun élément. J'ai écouté plein d'informations, mais il n'y a aucun élément d'information concernant le commando
comment il est reparti, comment il est arrivé, qui est-il, de qui, rien. Il n'y a aucune information ne circule. Donc on est dans le flou artistique. Professeur Tapé Gourbira, je reviens vers vous. Nous allons bien sûr aborder tout à l'heure la question des enjeux autour de cet assassinat, mais je voudrais qu'on reste dans les circonstances d'abord de cet assassinat. Un commando bien préparé, très professionnel. Vous, est-ce que vous y voyez la main d'une entité extérieure à la Libye, professeur Gourbira? Professeur Gourbira, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous me recevez? Professeur Gourbira, la question elle s'adresse à vous. Est-ce que vous, lorsqu'on observe les circonstances de l'assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi, est-ce que quand vous observez le professionnalisme du commando tel qu'il est décrit, est-ce que vous y voyez la main d'une entité extérieure à la Libye? Le son, Il y a eu l'assassinat. Nous ne pouvons pas nous permettre d'écarter quelconque hypothèse. Vous savez, le chaos a été créé sciemment. Le chaos a été créé sciemment, mon collègue tout à l'heure l'a dit, et c'est fait à dessein. Vous savez, c'est dans le chaos que les autres s'enrichissent. Les seuls perdants dans cette situation sont les Libyens. Je veux dire, la population, c'est elle qui est perdante. Sinon, vous avez ceux qui ont créé le chaos, ont remis des armes à des groupes mafieux qui contrôlent ce pays, et le retour à une situation normale n'est pas envisagé parce que vous imaginez, les gens peuvent se servir du pétrole, de l'or, de la Libye gratuitement. Il suffit simplement, c'est comme ce qui se passe en République démocratique du Congo à l'Est. Il suffit simplement d'avoir un bon petit commando qui est bien organisé, qui va faire ce qu'il va faire. Il va assassiner, on va créer l'épouvantail, les gens vont fuir, et puis on va récupérer cette partie. Ouais, c'est tout ce jeu macabre, cette scène vraiment qui nous peine, que nous observons en Libye. On nous parle de deux gouvernements officiellement, hein, celui de Khalifa Haftar, qui est à l'est, et puis celui du gouvernement dit de Benghazi, qui est reconnu, enfin, de Tripoli, pardon, qui est reconnu. Mais au-delà de ça, vous avez plusieurs petits groupes. Or, Saïf Islam, en fait, qui a, à un moment donné, de par ce que son papa avait fait, au départ, les gens ont été induits en erreur en leur faisant croire que Kadhafi était le plus grand dictateur de la Terre, même il aurait dépassé Hitler, Napoléon, autres, tout ça, etc. Et la réalité est venue les confronter à telle enseigne que les gens se sont rendus compte en réalité, peut-être qu'il a commis des erreurs, mais toujours est-il que sous Kadhafi, ce qu'on appelle ce bonheur-là, il va, je parle sous le coup de mon collègue ici, confus. Mais ce qu'on a eu comme information, c'est que les Libyens, ils ne payaient pas l'eau, ils ne payaient pas l'électricité. C'était quelque chose d'autre chose. Le seul petit hic qu'on pourrait dire à l'époque, comme les gens l'ont présenté, c'était peut-être la question politique. Mais je pense qu'à un moment donné, c'était important parce que la question des élections, ce sont des choses qui sont secondaires. La question la plus importante, c'est la sécurité à la fois physique et alimentaire des populations. C'est ça, en fait. L'élément politique a pour objectif de créer la sécurité physique et la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, vous avez l'insécurité des Libyens. Si vous prenez simplement la famille Kadhafi, à part Saïf, qui est resté, la plupart des enfants du président Kadhafi ne sont plus au pays. Vous voyez? Et bon, vous avez donc le citoyen lambda qui vit vraiment une situation difficile parce que les armes tombent à tout moment. Voilà donc la question de l'insécurité. S'il y a de l'insécurité physique, cela a une conséquence sur l'insécurité alimentaire et autres. Comment voulez-vous que pendant que les balles tirent, moi je puisse aller au marché? Qui va se permettre d'aller d'aller vendre ses produits au marché? Ouais, donc voilà le désordre, le chaos de ceux qui ont prétendu apporter la démocratie dans l'humanité, qui, je ne sais pas qui est-ce qui leur a chargé de ça. Voilà ce qu'ils ont créé. Mais nous sommes peinés parce que à partir de là, c'est l'Afrique qui souffre. Ce sont les Africains. Et après ça, on a vu ce qui s'est passé dans la région du Sahel, donc les conséquences. Donc, c'est pour vous dire que la question, comme je dis, l'assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi est organisé. Un autre élément peut-être auquel
que je voudrais ajouter, puisque il y a eu plusieurs tentatives, soi-disant des élections qui seraient à la base peut-être de la possibilité de ramener la situation. Lui, de par l'aura de son père, il était celui qui était capable de réunir toutes les entités en quelque sorte. Je n'ai pas dit les entités qui se battent, parce que ceux qui sont là, ce sont des gens qui sont téléguidés de l'extérieur, que ce soit Haftar ou bien le gouvernement de Tripoli, etc. Ce sont des gens qui sont de l'extérieur. Et vous voyez que ceux-là ne veulent pas, parce que qu'il y ait des élections proprement dites, parce que s'il y a des élections, au vu des informations que nous avons, je parle sous le couvert de ce que j'ai eu comme information, il serait l'homme qui pourrait revenir. Vous voyez, il y a tellement d'éléments. Or, si on crée la situation, les autres deviennent en groupe, ils sont au chômage, puisqu'ils n'ont plus cette possibilité d'utiliser les armes, parce qu'il faut déposer les armes. Ça, c'est ensuite d'éléments internes. Maintenant, les éléments externes, je l'ai dit lors en prenant la parole tout à l'heure. Vous voyez, le chaos qui est créé pour nous, nous pensons que c'est un chaos, mais c'est une situation, une aubaine pour les autres, parce que le pétrole qui est là ou bien le gaz qui est là n'appartient plus à personne. Il suffit simplement d'avoir des armes pour que vous ayez un groupe de personnes qui sont désœuvrées, vous leur donnez ces armes-là, puis elles font le travail qu'il faut. Or, qui fabrique les armes? Aucun pays africain, jusque-là, peut-être s'il y en a, peut-être l'Afrique du Sud, ne fabrique les armes. Donc, regardez, vous voyez mon regard. Donc, on va prendre des gens, des Libyens désœuvrés, on va leur remettre des armes, on va même leur adjoindre d'autres personnes désœuvrées, et puis ils vont faire l'affaire, ils vont sécuriser la zone, les gens vont pomper le pétrole comme gratuitement pratiquement, comment on appelle, le gaz pratiquement. Voilà donc une situation qui est là. Et puis il y a aussi la question géopolitique qui est là aussi, comme tout à l'heure l'a dit, puisque n'oubliez pas, il y a le conflit Est-Ouest est redevenu sous une autre forme en pensant à la question de la souveraineté, c'est-à-dire que la Russie à l'époque, c'était Medvedev qui était au pouvoir, enfin qui était président, donc a laissé faire cette situation. Or, on sait que de par la situation de la Libye, on peut déstabiliser par exemple les pays de l'AES. Vous voyez, ça c'est une réalité. On peut aussi faire une branche du côté en allant du côté de l'Est avec la question du Soudan. Ouais, donc ce qui veut dire que c'est une zone très très stratégique. Et donc c'est une bataille par procuration que se font ces soi-disant puissances là-bas. Vous avez de l'OTAN qui est présente, mais qui, elle en veut à la Russie qui veut qui veut ramener un ordre multipolaire. Ouais, donc ça dit que c'est nous, Africains, qui payons le pot de cette situation, malheureusement. Donc, je ne crois pas que cette situation soit une situation simplement à mettre sur le compte des réalités internes. Il y a aussi d'autres enjeux que vous voyez. C'est d'ailleurs pour ça la question à qui profite le CRIP, c'est une question difficile à répondre. D'autant plus que, comme je l'ai dit, les intérêts qui sont là sont les intérêts de plusieurs. Les groupes internes qui ont aujourd'hui les armes ou bien qui ont un petit pouvoir qui ne veut plus le lâcher, parce qu'en le faisant, il revient au chômage, sans compter d'autres entités qui sont là. Il y a des gens qui sont au chômage qui ne font rien. Et puis maintenant, vous avez les pouvoirs externes qui ont envie de maintenir ce chaos-là parce que ce chaos arrange. Or, l'une des personnes qui apparemment, je le dis, était capable de ramener un peu tout le monde vers l'unité, il paraît que c'était Saïf al-Islam. Donc, le détruit, enfin, l'assassiner montre cela. Le dernier point, c'est que ça montre que aujourd'hui, les gens vont dire, mais si vous parlez des élections, vous avez vu l'insécurité qui règne. Comment voulez-vous qu'avec Deya Salif, qui est quand même une personnalité, a été assassiné comme ça, et dans ce chaos-là, comment voulez-vous organiser les élections? Donc, ce qui veut dire que l'ONU va dire, bon, comme c'est ainsi, on continue d'observer, alors que c'est dans ce chaos-là que va continuer le désordre. Voilà donc la situation à laquelle malheureusement nous assistons. Je me retourne vers vous, professeur Omar Benbekti. Tout à l'heure, hein, le professeur Tapé Goubera a évoqué la question justement des élections. On se souvient qu'en 2021, lorsque Saïf al-Islam Kadhafi s'est présenté aux élections qui finalement n'ont pas eu lieu, il était soutenu par des réseaux plutôt proches de la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'on peut penser qu'il serait en train de payer justement le prix de ce rapprochement avec la Russie? Non, je crois pas. Je crois pas que la Russie soit responsable, entre guillemets, de ce qui est arrivé à ce pauvre garçon. Et je pense que la Russie a des intérêts, bien entendu.
Sauf que ses intérêts sont ceux de maintenir sa base. Et le problème qui est récurrent maintenant, qui revient même dans les propos qui ont été développés par votre invité, c'est que les pays africains, que ce soit la Libye ou un autre pays d'Afrique, ils sont face à une situation telle que tant qu'ils n'auront pas réglé la question de leur souveraineté, ils continueront d'être l'objet de tractations, de coups d'État, d'assassinats, de troubles de quelque nature que ce soit. Donc à partir du moment où un pays investit dans sa souveraineté, c'est-à-dire qu'il devient lui-même le propre maître de son destin et qu'il décide de ce qu'il veut devenir, ça dérange terriblement les autres intérêts, les autres puissances, que ce soit les États-Unis, l'Occident, la Russie, la Chine ou autre. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est d'abord dans les pays africains en tant que tels. Ce que font nos camarades de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, c'est qu'ils font tout, et regardez les difficultés qu'ils ont, pour essayer de maîtriser leur souveraineté. Et tant que vous n'y arrivez pas, force qui vous permet d'unir votre peuple et votre souveraineté autour d'un destin commun, à partir de ce moment-là, la porte, elle est ouverte à tous les vents. C'est-à-dire que on va droit vers une situation à la libyenne, où chacun, comme l'a si bien décrit notre invité, chacun il va avec sa petite milice, il y a des gens désœuvrés, on leur donne de l'argent et ils s'accaparent des richesses, le pétrole, l'or, l'uranium, le c'est trop quoi, le gaz, etc. À partir de ce moment-là, et pourtant la Libye, c'est pas un petit pays, c'est un très grand pays avec une population très limitée. Donc, ils pouvaient très bien se mettre d'accord et s'entendre, puisque c'est un pays riche, les moyens, une population qui n'est pas importante, et un pays qui est très grand, c'est un pays qui fait plus d'1 million de kilomètres carrés. À partir de ce moment-là, la latitude. Or, depuis l'assassinat de Muammar al-Kadhafi, c'est-à-dire depuis 2011, ils sont dans une situation intenable. Et ce n'est pas faute ils ont des voisins. Il y a l'Égypte d'un côté, il y a la Tunisie de l'autre, il y a l'Algérie, et puis il y a les pays subsahariens, tout le Niger, le Tchad et compagnie, qui eux souffrent terriblement parce que qu'est-ce qu'on a développé dans ce pays? On a développé le chaos, certes, mais c'est pas seulement le chaos. On a déversé toutes les armes possibles et imaginables. Ce qui fait que, à partir de ce moment-là, toutes les milices possibles et imaginables peuvent se développer dans un territoire comme celui de la Libye, avec l'esprit tribal que l'on entretient, etc. Et donc, les intérêts de petites factions, de petites milices vont se développer. Tant qu'il n'y a pas, ce n'est pas l'affaire d'un homme, ce n'est pas l'affaire de Saif Kadhafi. Il est mort, Allah yarhamou, mais ce n'est pas, la Libye est plus grande que Saif Kadhafi. Elle est plus grande que Muammar al-Kadhafi. La Libye, c'est un grand pays qui existe depuis des millénaires. Donc, ce n'est pas un individu qui va changer le cours de l'histoire, c'est un peuple qui décide à un moment de dire ça suffit, basta, on ne continue pas à se taper dessus, on va développer et on va s'intéresser à notre pays. C'est un pays qui est riche, c'est comme la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, ça fait des années, des décennies qu'ils sont dans la situation dans laquelle ils sont, alors que c'est un pays extrêmement riche. Extrêmement riche. Et vous avez un tout petit pays, pardon, qui s'appelle le Rwanda, qui décide de l'enquiquiner, de lui créer des problèmes avec le M23, etc. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, c'est là qu'interviennent les grandes puissances. C'est là qu'interviennent les néocolonialistes qui décident justement de mettre en péril la souveraineté d'un pays, de développer un chaos, de distribuer des armes, de cultiver des égos à droite et à gauche, et à partir de ce moment-là, vous avez des situations conflictuelles. Mais si une société ne comprend pas qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'elle cesse de se battre contre elle-même, à partir du moment où elle décide que sa souveraineté lui appartient, rien, je dis bien rien, ne pourra
l'empêcher d'aller de l'avant, rien. Bien. Je reste avec vous, professeur Omar Benbekti. Euh, Est-ce que vous pensez également, hein, comme le professeur Tapé Goubera, que voilà, Saïf al-Islam représentait peut-être hein, l'alternative la plus crédible pour une possible réunification, on va le dire comme ça, nationale? Est-ce que vous le pensez également? Non, je ne le pense pas parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'ennemis. C'était une cible politique. Il avait beaucoup d'ennemis. Il avait d'abord comme ennemi tout l'est de la Libye, avec le maréchal Haftar et ses enfants. Il avait au sein même de l'ouest, il y avait des tribus qui étaient opposées à son existence. N'oubliez pas qu'il avait été arrêté, il avait été condamné à mort, qu'il avait été jeté en prison et qu'ensuite il y a une loi d'amnistie soi-disant qu'il a sorti de sa prison. Il aurait pu faire comme on fait, comme l'a si bien expliqué notre invité, il aurait pu partir vivre au Niger ou en Algérie ou au Qatar ou je ne sais où, et il se serait, mais il a décidé de continuer à porter le flambeau de son père, et il le paye très cher, il a payé très cher. Mais ce n'est pas lui qui est important. Lui, en tant que tel, je ne pense pas même s'il y avait eu des élections, les élections ont été en 2021, Professeur, et prof- pour cause. professeur, professeur Omar Benbekti, est-ce que justement le fait qu'il a décidé de continuer à de porter le flambeau du combat de son père, justement, ne faisait pas de lui une figure importante avec un certain impact dans le landerneau politique libyen? Oui, oui, non, mais ce que vous dites est juste. Sauf que il y a trop d'intérêts divergents. Maintenant, la situation a changé. Ammar Kadhafi, il a régné pendant je ne sais pas combien d'années, 2 ou 3 décennies, et il a développé euh, des choses intéressantes, certes. Il a développé beaucoup d'attitudes positives à l'égard de l'Afrique. Il était très détesté par certains dirigeants du monde arabe. Beaucoup de dirigeants du monde arabe ne l'aimaient pas du tout parce que il leur disait crûment ce qu'il avait à leur dire. Il leur disait en plein dans les réunions officielles. Et donc, c'était quelqu'un qui avait une personnalité très importante. Et il aurait pu continuer à regarder comment il a fini. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que on doit se comporter de cette manière ou est-ce qu'on doit songer à développer sa force, sa puissance, son pays, son peuple, sa société, et ensuite commencer à vouloir embêter les uns et les autres. Mais lui, il a commencé par mettre la charrue devant les bœufs. Il s'est mis à qu'est-ce qui a motivé les pays de l'OTAN à le bombarder et à le tuer parce qu'il a été assassiné. Bien sûr, on sait qu'il y a eu l'histoire de Nicolas Sarkozy, mais toujours est-il que il n'était pas seul, Nicolas Sarkozy. Il y avait Tony Blair avec lui et il y avait Obama et l'OTAN. Et à partir du moment où ils ont décidé de se débarrasser de lui, c'est qu'il leur posait un sérieux problème. Et le problème qu'il leur posait, c'était vis-à-vis de l'Afrique. Or, l'Afrique, justement, vous ne pouvez pas être le sauveur de l'Afrique si les Africains ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Si les Africains ne veulent pas se sauver eux-mêmes, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer de développer davantage les échanges avec eux, de leur faire comprendre. Les panafricanistes ont compris qu'il faut qu'ils se développent, mais ils doivent se développer en ne comptant que sur leurs propres ressources. Ils ne peuvent pas se développer en développant il y a certains panafricanistes qui sont un petit peu dérangeants dans la mesure où ils tiennent un discours de racisme à l'envers. Maintenant, ils disent l'Afrique aux Africains et ils ne pensent qu'aux Noirs, comme si nous, les Africains du Nord, ceux qui sont les Blancs, mais ce n'est pas une affaire de Blancs ou de Noirs, c'est une affaire de l'Afrique aux Africains. Et les Africains, que ce soit l'Afrique du Sud ou l'Afrique du Nord, le plus important, c'est que leur pays se développe et qu'ils puissent dire leurs mots et qu'ils développent leur société, qu'ils développent l'électricité. Pas qu'ils portent des costumes et qu'ils aillent se pavaner sur les Champs-Élysées à Paris et qu'ils prennent leurs ordres chez M. Emmanuel Macron. C'est ça la différence. Et tant que les pays africains n'auront pas compris ça, que ce soit la Libye ou la République du Congo ou un autre pays, s'ils n'ont pas compris cette situation-là, ils ne pourront jamais
pardon, ils ne pourront jamais développer une vision d'ensemble, une vision qui leur permettra de tenir tête à l'influence russe ou américaine ou anglaise ou française ou je ne sais trop quoi. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans le monde. Nous sommes en 2026. Ce que fait l'Amérique, ce que fait M. Trump, c'est quand même quelque chose de scandaleux. Il dit comme il veut, des droits, etc. Et les pays africains, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Comment fonctionnent-ils? Qu'est-ce qu'ils développent comme réaction? Rien. Ils regardent, ils attendent, ils essaient chacun de sauver sa peau. Ça, ce n'est pas normal. Professeur Tapé Grourbira, je me retourne à présent vers vous. Lorsqu'on sait hein, que Saïf al-Islam portait, on le dit depuis le début de cette réflexion, portait le combat de son père, le guide libyen Muammar Kadhafi. Et on sait également que le projet d'unité africaine que portait justement le guide libyen dérangeait les équilibres internationaux et qu'entre autres de là des raisons avancées, cela aurait fait partie des raisons qui auraient conduit justement à son assassinat. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le fait que Saïf al-Islam, d'une certaine manière, se soit présenté comme étant la continuité de cette vision, cela ne pèse pas lourd quand même sur la balance des raisons pour lesquelles il aurait été voilà, assassiné? Comme je l'ai dit, il faut rien exclure. Maintenant, parler du fait que moi, je pense plus le nom lui-même pose problème, en fait, en quelque sorte, que le projet. Puisque peut-être que vous savez, moi, je n'ai pas vu le projet de Saïf al-Islam. Je sais que le président Kadhafi avait commencé ce projet-là et c'était un projet euh, par rapport à ce que mon confrère vient de dire, mais en réalité, ce projet, c'est pas que le président Kadhafi s'en prenait Professeur, aux uns aux autres qui a été le Professeur problème. Gobera, Oui, le conseiller de Saïf al-Islam, Kadhafi, a quand même affirmé que le fils du guide libyen était pour une Libye réunie et souveraine. Ça veut dire que d'une certaine manière, il s'alignait sur ce projet et donc ça aurait pu être une raison plus ou moins valable pour que justement il soit éliminé, pour qu'il menace les intérêts des uns et des autres. oui, ben c'est ce que j'ai dit dans ma précédente prise de parole. J'ai dit qu'à l'intérieur, déjà, vous avez des entités. Vous avez, je sais pas, bon, j'ai devenu maréchal, le maréchal Haftar. Vous avez donc le gouvernement de Tripoli. Tout cela qui, si la Libye est réunie, vont être au chômage. Or, ils n'ont leur légitimité qu'à travers. Bon, quand vous parlez du gouvernement de Tripoli, il n'a sa légitimité que par rapport aux soi-disant à la communauté internationale. Le maréchal Haftar dit c'est par rapport aux armes qu'il a. Vous voyez, mais ce désordre-là les arrange les uns les autres à l'intérieur. Et bien évidemment, bon, on ne peut pas faire le plaisir de tout le monde. Le président Kadhafi, lors de son temps, il a dû faire des choses. Nous, quand nous étions jeunes, on a entendu parler de cette histoire de Faya Larjo avec le CAD, etc. Donc, il y a eu ces répercussions. Et le président Kadhafi, au départ, il n'était pas porté vers l'Afrique. Il allait vers, entre griffes, je veux dire, ses frères arabes, mais avec lesquels il s'est rendu compte qu'en réalité, les conflits étaient, c'est-à-dire la divergence est tellement grande entre les Arabes ou bien les nations dites arabes que ne pouvait l'être autre chose. Et aujourd'hui, bon, quand il revient par rapport au projet africain qui était là, qu'il booste pour lui donner cette vision qu'ont été les pères fondateurs. Hein. On pense à Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Nasser, même le roi du Maroc. On ne le dit pas assez. Vous avez donc les premiers présidents, par exemple, d'Algérie. Hein, les Bourguiba étaient dans cette vision d'une Afrique unie. Et vous voyez qu'en réalité, ce projet-là, c'était un projet très intéressant, d'autant plus que la vision des puissances extérieures à l'Afrique, elles ont vu l'Afrique comme ce coin où on va se servir gratuitement. Vous savez, il y a un schéma, le schéma de ce que j'appelle la racialisation. On a décidé que les Occidentaux, enfin, qui sont là, eux, ils sont les maîtres.
C'est pour ça qu'ils en veulent à Hitler. Hitler dit, vous dites qu'on est les mains, on est au-dessus. Mais parmi les nous qui sommes au-dessus, il y a d'autres qui sont au-dessus. C'est ce qu'ils font qu'ils les en veulent. Sinon, tant ils étaient d'accord pour assujettir toute l'Afrique et les autres peuples, il n'y avait pas de problème, fondamentalement. Puisque ce qu'on dénonce aujourd'hui, ça s'est fait en Afrique, ça s'est fait en Algérie, ça s'est fait au Maroc, ça s'est fait en Côte d'Ivoire, etc. Tuer les Africains, c'était des broutilles. Pourquoi on va parler l'ancien roi de Belgique avait un groupe qui coupait la main des gens, mais ça faisait partie je crois, ce ne sont que des équipes, voilà. Donc, dans leur schéma hiérarchique, les Chinois sont les travailleurs. Et puis nous, on n'existe pas. L'ancien premier ministre sud-africain disait l'Afrique serait bien sans les Africains, c'est ce qu'il a dit. Donc c'est ce schéma, on vient, on se sert. Sauf que le président Kadhafi, lui, sa vision, il s'est dit, mais attendez, vous ne pouvez pas être dans l'eau potable et puis avoir soif. Voilà le schéma. Mais nous avons tout. Le monde est guidé par des idées qui ont été arrêtées, dont les principes de base même ne sont pas respectés par ceux qui le veulent. Je vais faire une digression. Si on prend même les tests, par exemple, au niveau du FMI des banques mondiales, logiquement, le siège du FMI doit être délocalisé pour être mis en Chine. Parce que c'est ce qui fait partie des textes. Mais on ne le fera pas. Parce qu'en le faisant, puisque économiquement, la Chine est devant les États-Unis. Vous voyez, donc, la question des principes, eux-mêmes que les gens, soi-disant, se sont édictés, ces principes-là ne sont jamais respectés. Ce qui est au devant, ce sont les intérêts. Donc ici, quand le président Kadhafi voit ça, et le problème qui s'est passé avec le président Kadhafi, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de... C'est pas comme aujourd'hui, vous avez des présidents de l'AEF qui ont vraiment cette envie de souveraineté. La plupart des gens qui étaient là, ils étaient entre le marteau, pratiquement comme je dis, et puis un peu l'enclume. Donc ils se disaient, c'est vrai que ce que Kadhafi dit, bien, que va dire notre maître? Donc, dès qu'ils finissent de faire les réunions, on les appelle et puis ils disent non, voilà ce que Kadhafi a dit. Donc, ce qui veut dire que c'était pas des gens de conviction. Si on avait eu en ce moment-là des gens comme un peu Kwame Nkrumah qui était au pouvoir, Sankara au Burkina Faso, on avait Nasser en Égypte. Ouais, je veux dire, en ce moment-là, ce sont des gens qui pourraient aller le soutenir. Malheureusement pour le président Kadhafi, il était entouré des gens, je veux dire pour la plupart, soit des poltrons, ou bien d'autres qui jouaient le double jeu. Donc, ce qui a fait que, quand il s'agissait d'argent, ils étaient bien contents. On a vu l'ancien président du Sénégal, Wade, il sait combien de fois le président, comment on appelle, Muammar Kadhafi l'a aidé. Mais quand il s'agissait maintenant des actions, il y a des gens qui ont accepté même que leur territoire serve à être survolé pour aller attaquer la Libye, ce qui était inacceptable. Il y a eu un président, ce que nous avons appris, c'était ATT, qui est favorable. Mais que faisait-il? Même l'ancien président du Tchad, Idriss Déby, il a dit la même chose. Sauf que, il dit que selon nous, on pouvait faire. Vous avez donc le trio, enfin, soutenu par l'OTAN, vous avez Barack Obama des États-Unis, vous avez, qui avait lui ses vrais intérêts, parce que les idées du président Kadhafi, vous imaginez, le montant qu'il allait faire était 3 fois le montant du FMI. Mais ça veut dire quoi? Donc, de facto, on rembourse les crédits. Je rappelle que l'Afrique n'est pas endettée. C'était un montage pièce. Voilà. Si vous prenez un pays comme la Belgique, la dette de la Belgique est un tiers de la dette des 54 États africains. La dette. Si on prend la France, sa dette vaut 3 fois la dette des pays africains. Mais pourtant, on dit que la France va aider les gens. Donc, ce n'était pas ça. C'était que les ressources qui étaient aux Africains ne leur appartenaient pas, puisque c'était un territoire, nous participons, comme on le dit, à 3%. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui viennent se servir. C'est d'ailleurs pour ça que les gens parlent du PIB, le produit intérieur brut. Or, quand on parle du produit intérieur brut, on ne parle pas du produit national brut. Pourquoi? C'est fait à dessein. Parce que si on parle du produit intérieur brut, c'est l'ensemble des sociétés qui exercent sur le territoire. On peut prendre, par exemple, le cas de la Libye actuellement, qui est dans ce désastre. Toutes les sociétés occidentales qui sont là-bas vont participer à ce qu'on appelle le PIB, mais qui n'a pas de répercussions sur les populations nationales. Maintenant, si on demande quel est le PNB, le produit national brut, c'est-à-dire les Libyens sur ce territoire-là, qu'est-ce qu'ils ont? C'est zéro. Vous voyez, donc ce sont ces schémas-là auxquels le président Kadhafi avait voulu faire face et s'est dit, bon, écoutez, on peut prendre comment on appelle un rapport. Sauf que autour de lui, il y avait beaucoup de poltrons, beaucoup de félons et tout ça, etc. Donc tout ça n'a pas été bien, je vais dire, bien manigancé. Est-ce qu'il pourrait faire autrement? Non. Rappelons que déjà depuis
depuis il y a 84-86, il a été bombardé, on a tué, je crois, une de ses filles et autres, tout ça. Donc, il était bloqué. Et ceux-là, les Occidentaux, quand ils te mettent, comment on appelle, le grappin, ils veulent aller jusqu'au bout. Comme il y a combien de tentatives d'assassinat auxquelles le président Kadhafi n'a pas échappé. Qui nous souviennent, tout récemment, on a vu le cas de Maduro. Maduro, un président dans son pays, a été enlevé et c'est comme si ça faisait partie de la normalité. Ouais. Mais imaginez qu'on ait touché un seul président occidental, ça allait être le tollé. Peut-être même ce pays-là, vous allez recevoir des milliers de tonnes de bombes. Mais c'est normal, on a pris Maduro, on considère que, soi-disant, c'est un trafiquant, et on arrive là, parmi les chefs d'accusation, la question du trafic n'est même pas mise dedans. Et puis, on trouve ça normal. Ouais, donc je dis, ces gens-là, ce sont des gens qui n'ont pas de principe. Tout ce qui les intéresse, ce sont les intérêts. Et malheureusement, c'est ça. Je pense que c'est ce qu'il faut. Je suis d'accord avec mon collègue quand il dit que le mouvement va venir de l'intérieur, mais le véritable problème pour moi, c'est qu'il faut un leadership. C'est très important. Le Mali, aujourd'hui, que nous respectons, que nous faisons, c'est pas des nouveaux-nés, c'est pas des gens qui sont nés en 5 ans qui ont donné ça. Le Burkina Faso, aujourd'hui, que tout le monde fait, c'est pas des gens qui sont nés il y a 5 ans. Donc, à partir du moment où vous avez un leadership, c'est le même leadership que a donné Kadhafi. Si vous avez quelqu'un qui a une vision, vous voyez qu'en fait, il va, je vais dire, tirer la grande masse vers le haut. C'est pour cela que je ne peux pas, moi, me prononcer en ce qui concerne Saïf al-Islam. Il avait peut-être une vision de réunir tous les Libyens. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas m'hasarder sur le chemin pour dire oui, c'était dans une vision panafricaniste. Ce serait vraiment m'hasarder. Mais je vais dire, on peut espérer que c'était ça, mais rien n'est perdu, puisque, comme l'a dit le professeur Omar, ce qu'il y a, c'est que, comme disait le président Ahmed Sékou Touré, la vie d'un individu va de 0 à 100 ans, la vie d'une nation va de 0 à l'infini. Il va peut-être arriver, peut-être, quoi qu'il en soit, un jour, peut-être, on ne sait pas quand, un autre Kadhafi, peut-être même plus virulent. On a pleuré, moi j'ai pleuré en 85 quand Thomas Sankara et moi, aujourd'hui, je suis fier de parler de Burkina Faso avec Ibrahim Traoré. Donc, on dit malgré la longueur de la nuit, il va faire jour, et je suis convaincu. Sauf que beaucoup des Africains, que ce soit du nord, du sud, du l'est, ils meurent. C'est ça qui pose notre véritable problème. Donc, ça doit être des éléments qui doivent nous permettre de réfléchir pour voir comment nous pouvons nous en sortir. Comment on règle. C'est d'ailleurs pour ça que nous parlons de la question du panafricanisme. Le panafricanisme. Je dis, avant qu'on essaie de voir une Afrique unie, on pourrait se permettre de créer, par exemple, les entités réunies par zone. Par exemple, au nord, vous avez 2 pays qui, s'ils décident de mettre les divergences de leur côté, on résout un pas. C'est l'Algérie et le Maroc. C'est les grandes puissances auxquelles il faut ajouter l'Égypte, ces 3-là. Mais ça dit la divergence entre l'Algérie et le Maroc est tellement que il suffit simplement que les 2 pays s'entendent et l'Égypte s'ajoute et ça fait vraiment une bonne entité. Le problème de ce facteur, si tu fais ça, le problème de la Libye se résout. Pourquoi? Parce que ces 3 pays ont des armées qui ne sont pas nulles. Ils vont envoyer des gens là, ils vont faire le nettoyage. Comme je le dis, on organise. Parce que c'est les gens qui viennent de l'extérieur, qui vont donner l'impression, ils vont détruire le pays. Comment peut-on considérer que quelqu'un qui a violé une femme, on dit celui-là qui va encore soigner la femme? Je n'ai jamais compris. Les gens se sont organisés. C'est l'OTAN qui a détruit l'Afrique, qui a détruit la Libye. Comment l'OTAN peut venir encore pour être là pour assurer la sécurité des Libyens? C'est pas possible. Donc, c'est ça. Pour moi, si l'Algérie et le Maroc arrivent, je ne sais pas par quel miracle ça va se passer, on prie tous les dieux, je ne sais pas, là, etc., et que ces dirigeants-là prennent une vision panafricaniste, moi, je suis convaincu que en 2 temps, 3 mouvements, on va dans une vision, on ajoute l'Égypte, nous avons une unité très forte, c'est sûr que la Tunisie va s'ajouter. Vous avez, à l'ouest, on commence à créer, à partir de l'AES, d'autres entités. Déjà, l'Afrique du Sud peut être le pôle. À l'est, vous avez le Kenya qui est là-bas, etc. Au centre, on viendra alors nettoyer ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc, ces différentes entités vont collaborer. Et voilà ce que nous avons. Parce que la première des choses, c'est la sécurité d'abord, physique. Tant que ce n'est pas là, rien ne peut se faire. Si vous ne savez pas où vous allez dormir, je ne sais pas comment vous pouvez penser à manger. Parce que vous savez que vous êtes poursuivi à tout moment. C'est ça, en fait, le véritable problème. Et là, les gens se sont arrangés pour créer l'insécurité en Afrique. Je dis bien, l'insécurité est toute pièce. Donc, ceux qui se mettent à dire non, il faut qu'on développe d'abord, ils se mettent le doigt dans l'œil. Parce que quoi qu'il en soit, pour le moment, on vous laisse de côté. Parce que pour le moment, vous ne faites pas peur. Vous ne les dérangez pas.
Mais quand ils vont finir d'attaquer le voisin A, ils vont penser à vous. Donc, la seule force qui vaille, c'est la question de l'unité africaine. Elle peut partir par des confédérations pour arriver à quelque chose de solide. Il n'y a que ça seul qui va permettre de nous protéger, de protéger l'Afrique. Et donc, après, les petites divergences de couleur de peau, d'ethnie, etc., vont se résoudre naturellement. Parce que si moi, je peux me permettre d'aller vivre en Algérie et que je sais que c'est en Afrique, je n'ai pas de problème. Aujourd'hui, quand vous prenez un gars qui est au Colorado, il peut aller vivre à Washington, il n'y a pas de problème. Il est américain. Vous voyez, quand il quitte l'Ohio, il peut aller vivre dans un autre État, il n'y a pas de problème. Parce qu'on sait que c'est la même entité. Vous voyez, donc, pour moi, c'est ça la question que nos anciens ont posée et qui mérite d'être reposée. Parce que ce soit, même en Afrique du Sud, on ne va pas chasser, excusez-moi l'expression, les Blancs qui ont quand même martyrisé les Noirs là-bas. À partir du moment où ils acceptent, ils ont fait, certains font leur meilleur culpa, on s'est dit, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Partant de là, les premières civilisations ont été créées en Afrique, c'est pas ailleurs. Parce qu'on ne peut pas mentir, on peut pas. Il y a 7 millions d'années, l'homme est né en Afrique. Et c'est après ça qu'il allait s'aimer les autres parties. On ne va pas dire que pendant 7 millions d'années, nous, on est restés, nos parents sont restés à ne rien faire. Les civilisations sont nées. Moi, j'ai écrit dans mon livre, comment on appelle, de l'origine africaine des mathématiques modernes avec des preuves. Et puis, je l'ai démontré. Donc, vous avez l'os du Shango qui fait, comment on appelle, entre 20 et 25 000 ans. Vous avez l'os de Lubombo qui fait 35 000 ans. Vous avez, comment on appelle, les pierres de Blumlos. Je parle en termes mathématiques, hein. Je parle de Blumlos qui font 77 000 ans. Bon, vous dites que, en termes de civilisation, il faut d'abord en montrer à nos enfants pour dire qu'il y a cela. Mais la question politique, c'est la question la plus intéressante. D'accord, professeur Tarik-Bera, permettez que nous retenions vers le professeur Oumar Ben Bekti. Alors, professeur Oumar Ben Bekti, que peut-on penser finalement? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine volonté d'effacer définitivement le legs politique justement de Muammar Kadhafi avec cet assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'empêcher toute réunification de la Libye quand on sait que sur le plan géographique, finalement la Libye, elle est limitrophe, elle est frontalière au Niger qui est l'un des États de l'AES et que une situation d'instabilité en Libye peut justement conduire à accéder aussi facilement aux États de l'AES. C'est très juste malheureusement, mais c'est comme ça. Et ça, on n'y changera rien. Maintenant, la vraie question qui demeure, pour terminer avec cette histoire, c'est que jusqu'à présent, personne n'a revendiqué l'assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi. Jusqu'à présent, personne n'a reconnu cet assassinat. Ni le maréchal Haftar, son fils, Saddam, ni le gouvernement de Tripoli. C'est vrai, j'entends bien, professeur, mais quand on sait quelles sont les entités en présence, notamment les entités occidentales, et qu'on sait que l'un des intérêts de ces entités, c'est également l'AES, et qu'il n'y a pas longtemps, les services de renseignement russes ont fait état de ce que le président Emmanuel Macron aurait demandé à ses services secrets d'éliminer physiquement tout président, tout chef d'État africain indésirable. Est-ce que, bien que n'étant pas chef d'État africain, mais étant quand même représentant quelque chose d'assez important au niveau de la Libye, est-ce que finalement Saïf al-Islam n'est pas le premier à tomber sur la liste? Oui, ça peut être une hypothèse comme une autre. Bien entendu, si on recoupe ça avec ce qui a été déclaré par le service de renseignement russe concernant le président français, qui s'est lancé dans l'idée de se débarrasser des présidents africains indésirables, on peut considérer que Saïf al-Islam constitue probablement une des premières cibles, sachant que le Niger, comme vous dites, et tous les pays du Sahel lui sont redevables. À partir de ce moment-là, cette hypothèse, elle est recevable. Mais, encore une fois, ce ne sont que des hypothèses. On n'a pas les jours à venir ou les semaines à venir vont nous éclairer davantage parce que là, ce qui est bloqué dans cette affaire, c'est bien entendu la réunification de la Libye, que ce soit Saïf al-Islam Kadhafi ou quelqu'un d'autre. Toujours est-il que, et ça a été très bien démontré par notre ami le professeur qui m'a précédé, c'est-à-dire que aussi bien le Haftar que le gouvernement de Tripoli, ce sont des gens qui seront au chômage. Ils ne feront rien, puisqu'ils ne savent rien faire d'autre que
faire de la politique et attendre que la désunion perdure et se perpétue. Donc, à partir de ce moment-là, on peut légitimement se demander si lui, comme étant incarnation d'un héritage particulier, n'était pas celui qui allait vers l'unité et l'union de la Libye. Peut-être, mais on n'en sait rien pour l'instant. On n'en sait rien. Cher professeur, en tout cas, c'est sur cette intervention, hein, professeur Omar Benbekti, que nous allons mettre un terme à cette séquence de réflexion. En tout cas, vous l'avez dit, les jours à venir, les semaines à venir, nous dirons certainement plus sur cet assassinat. Merci à vous, cher professeur Tapé Groubera. Je rappelle, vous êtes enseignant-chercheur, président du mouvement africain pour la Renaissance africaine. Professeur Omar Benbekti, professeur à la faculté des sciences sociales de l'université d'Oran. Merci à vous, cher professeur, d'avoir pris part à cette séquence de réflexion. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À demain avec certainement une autre thématique et d'autres invités. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.